Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagnerai lors de ces aventures. Aujourd'hui, ce n'est pas un épisode comme un autre, c'est un bonus. Je vous propose le récit de la randonnée de Vincent sur Brest-Menton, tel qu'il l'a vécu, écrit et envoyé pour validation de la diagonale. Son récit correspond à l'épisode du 20 décembre 2023. Les récits sont lus par les diagonalistes et enregistrés par leurs propres moyens. Ces bonus sont des surprises sporadiques et sans régularité de publication. Compte rendu de la diagonale à vélo Brest-Menton, réalisé du jeudi 1er juin 2023 à 18h au mardi 6 juin 2023 à midi. Un vélo rouge sur la route bleue. Tel est son titre. Saint-Julien de Vouvantès, commune du Maine-et-Loire. Mardi 12 juillet 2022. Suis allongé à même le sol dans des sanitaires publics. J'ai trouvé ce lieu comme un refuge en pleine montagne pour un randonneur cherchant l'abri d'un orage de fin d'après-midi. Pour me protéger d'un soleil trop fort, d'une chaleur exacerbée. Les murs en béton semblent apporter un peu de fraîcheur, comme ce sol cimenté. Il est 19h. Mon corps me dit stop. Je transpire abondamment, comme un linge que l'on retire d'une lessive sans l'essorer. J'hyperventile, suis tachycarde, et toujours ces crampes aux membres inférieurs. Saint-Julien de Vouvantès. Sur la route entre Brest et Menton, une fin de journée d'un mois de juillet caniculaire. Brest n'est pas loin derrière moi, seulement 292 km. Que dire de la distance jusqu'à Menton? Plus de 1000 km. Je ne devais pas m'arrêter là, mais mon corps a refusé d'aller plus loin. Cette première journée de diagonaliste avait pour objectif Saumur, au kilomètre 390. Parti de Brest à 3h20, avec une température déjà anormale de 21 degrés, arriver à Brest la veille fut déjà très difficile. Le train au départ de Paris-Montparnasse pour Brest était annoncé avec 3 heures de retard à cause de feux de broussailles près des voies ferrées. Dans ce train, un homme m'interpella après avoir observé mon vélo, me demandant si c'est bien un vélo Piron, nom d'un créateur en Moselle. Lui répondant par l'affirmative, il me précise qu'il a été à l'école communale avec ce monsieur Piron. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il prend mon vélo en photo pour renouer contact avec ce marchand de cycles. Incroyable rencontre. Ce train à grande vitesse n'ira jamais jusqu'à sa destination. Il s'arrêtera définitivement à Morlaix et notre voyage continuera à bord d'un train régional. Conséquence, une arrivée très tardive à Brest et une nuit écourtée. Saint-Julien de Vouvantès. Suis toujours seul. Mais j'ai un contact à appeler pour lui évoquer ma situation. Mon ami Marc Jacquemont, diagonaliste aussi. Parti de Dunkerque pour rallier Menton, nous devions nous retrouver dans le département des Hautes-Alpes vers Gap et faire route ensemble jusque la Grande Bleue. La vague de chaleur n'a pas encore atteint le nord. Je lui parle de mon état, des conditions de route. 41 degrés l'après-midi en Bretagne, d'un vent d'est rendant cette chaleur encore plus difficile à tolérer, de mes premières crampes après 200 km, de mes difficultés à m'alimenter comme ces 25 minutes pour avaler un casse-croûte, et des 9 litres d'eau bu depuis 3h20. J'ai des sanglots dans la voix, car je sais que l'abandon est inévitable. Marc me propose de m'appeler toutes les 10 minutes pour évaluer mon état tant physique que mental. La température en ce début de soirée est de 38 degrés à l'ombre. Après plusieurs appels de Marc, le constat est sans appel. Je ne peux aller plus loin. Les forces m'ont abandonné. N'ayant aucun hôtel ou gîte dans cette bourgade, je décide de cheminer à pied en tenant mon vélo. J'espère croiser âme qui vive pour demander l'abri pour la nuit. En vain. J'erre en marchant d'un pas peu rassurant. Une voiture se gare, un homme en descend.
Quand il m'aperçoit dans cet état, il m'interroge sur ma situation. Il rentre de son travail et me propose sans hésiter d'aller chez lui. Dans sa grande cuisine, je m'effondre. Après 6 minutes de désarroi, j'appelle Marc en lui expliquant qu'un habitant m'a ouvert sa porte et davantage. Je peux me doucher. Nous dînons ensemble, tout en échangeant sur nos activités respectives. Malheureusement, je ne peux continuer ce dialogue, la fatigue gagne, il est 23h30. Levé à 4h30, malgré 2 réveils nocturnes pour cause d'élimination. 9 litres d'eau avalés la veille sur le vélo, sans compter les consommations du dîner. Remerciement à mon hôte qui s'est levé pour mon départ. Je vais essayer de poursuivre, il est 4h50. Angers, 8h30 ce mercredi 13 juillet. Une température de 27 degrés déjà et des prévisions de 40 à 42 degrés à l'ombre dans le centre de la France. 55 km parcourus péniblement depuis Saint-Julien de Vouvantès. Le corps et l'esprit renoncent. Une possibilité de retrait s'offre à moi, la gare SNCF d'Angers, où un premier train m'amène à Massy, puis un second à Strasbourg en fin d'après-midi. Après 2 heures d'attente en gare de Strasbourg, un dernier trajet en train régional pour regagner mon domicile. Suis vraiment usé, car suis contraint de faire des pauses dans les escaliers. Il me faudra 4 jours pour retrouver une forme acceptable. Cet échec, je le porte depuis des mois. Il reste accroché dans mon esprit. Je dois l'effacer. Pour cela, en automne, j'ai continué à engranger des kilomètres. Comme cet entraînement organisé par Marc en octobre dernier, nous avons dans une journée enchaîné les 3 ascensions différentes du Mont Ventoux. L'hiver peu rigoureux m'a permis de continuer l'entraînement, tout comme en ce début de printemps, les 4 principaux brevets des randonneurs cyclistes mondiaux, 200, 300, 400 et 600 km, effectués du 18 mars au 7 mai 2023, en vue du prochain Paris-Brest-Paris d'août. Jeudi 1er juin 2023. L'heure est arrivée d'un nouveau départ. 10 mois et demi d'attente pour s'élancer de nouveau de Brest vers Menton. Marc reprend également de Dunkerque pour Menton. L'année dernière, la vague de chaleur l'a rattrapé dans le Dauphiné. Sage décision de mettre pied à terre avant un incident. Nous nous sommes donné de nouveau rendez-vous à Gap pour terminer ensemble nos diagonales. Pour faire coïncider notre rencontre, je pars à 18h de Brest, après être arrivé à 15h. Marc s'élancera de Dunkerque le lendemain, vendredi 2 juin à 9h30. Cette fois-ci, cela doit être la bonne. Rendez-vous le lundi suivant, vers 13h. Après avoir fait tamponner le carnet de diagonaliste au commissariat par une policière entraînée à cet exercice, les voiles sont hissées pour cette traversée à travers notre beau pays. Voiles hissées, mais aussi gonflées et bien tendues. Le vent d'Est souffle fort. Il est annoncé à 25 km/h avec des rafales à 50 km/h. Je peine déjà avec cette circulation de fin d'après-midi. Il faut en plus qu'un élément naturel soit contre moi. La température est plus clémente avec 24 degrés. Mon but cette année, pour cette première étape, est beaucoup plus raisonnable. 105 km pour atteindre Rostronen. 5 km avant les monts d'Arrée, la route est malheureusement barrée. Une déviation est mise en place. Comme d'habitude, est-ce bien ou non, je passe la barrière et m'engage sur une route refaite totalement avec un revêtement roulant comme sur un billard. Je suis donc seul et gagne tranquillement le sommet. Un véritable plaisir d'être sur cette route, entouré de cette nature sauvage, avec une lumière de fin d'après-midi ensoleillée. En approche de mon lieu de repos, je confonds nouvelle et ancienne Diane nationale. En conséquence, je vais trop loin et fais demi-tour pour trouver l'hôtel qui est situé à l'entrée ouest de Rostronen, le Henri IV. Premier contrôle avec photo prise du vélo au panneau de l'agglomération. Il est 23h, la réception est fermée, la propriétaire m'ayant informé du code d'accès. La clé de chambre avec mon nom est sur le comptoir.
Je peux monter mon vélo en chambre au premier étage. Demain, l'étape est plus longue. Vendredi 2 juin, levé 4h20. Petit déjeuner pris en chambre sur mes réserves type céréales muesli, fruits, thé et café. Départ à 5h. Contrairement à l'Alsace où je réside, la nuit est encore bien présente. Le ciel est dégagé, mais j'entends déjà le mouvement des branches et des feuilles des arbres. Le vent n'a pas faibli. Il est toujours de face. Je préserve mes forces. La route est encore longue, très longue. La première difficulté du jour intervient à Plohermel, où je n'arrive pas à trouver mon chemin. Les explications de citadins ne m'aident pas. Je suis contraint d'avoir recours à la navigation assistée par mon téléphone. Un beau détour m'est proposé, mais ai-je le choix ? Je navigue à l'ancienne, en préparant mon itinéraire détaillé sur plusieurs feuilles. Quelques kilomètres supplémentaires, et je retrouve ma route 30 minutes plus tard. Cette fois-ci, le contrôle de guerre, au kilomètre 209, a lieu chez un commerçant, à 10h30. Déjà 55 minutes de retard sur ma feuille de route. Pour ne pas être écœuré par mon allure, j'affiche sur mon compteur seulement l'heure, et je suis ainsi plus serein. Oubliez la vitesse horaire. Pour ne pas perdre davantage de temps, je déjeune près d'un lac avec des produits achetés dans une supérette. Installé à l'ombre, sur un banc, je profite de ce moment de repos. L'après-midi se déroule tranquillement. Je quitte la région Bretagne avec cette fois-ci une température plus clémente, mais déjà chaude, de 27 degrés. Vers 16h15, je passe dans une bourgade au nom de Saint-Julien de Vouvantès. Je ne peux saluer mon hôte de l'année dernière. Le temps me presse, et toujours ce vent qui, du fait de ma direction, est maintenant 3/4 de face avant gauche. La route pour rejoindre Angers est une départementale importante. Elle n'est pas agréable du fait de la circulation, mais a l'avantage d'être simple par rapport à la navigation. Angers, en fin d'après-midi, est passé avec une erreur d'orientation en sortie d'agglomération. Encore quelques kilomètres supplémentaires, dus à des recommandations de citadins du type « C'est tout droit, monsieur ». Je longe maintenant le fleuve Royal sur 35 km. Nombreuses guinguettes sont installées sur les rives de la Loire. Je perçois des odeurs de cuisson trop souvent. Elles me questionnent sur ma situation du moment. Mon dîner sera une nouvelle fois froid, un complément alimentaire liquide hyperprotéiné et hypercalorique pris sur une aire de stationnement. La lune s'invite dans ce ciel d'azur. Le soleil décline et la fin de l'étape sonne quand j'arrive à Saumur. 21h30, l'hôtel est sur ma route, tout va bien, suis couché de bonne heure. Samedi 3 juin, levé à 3h pour un départ à 3h45. Ce jour, c'est la plus longue étape, 335 km. La lune se couche déjà vers l'ouest et après 11 km, je traverse la Loire. Moment magique en franchissant ce pont avec une structure métallique et la pleine lune sur l'horizon. Je change de département à Cande-Saint-Martin où la rivière Vienne rejoint la Loire. Je fais attention à ces changements car ils témoignent de ma progression. Je suis donc dans le département d'Indre-et-Loire où je pointe à l'île Bouchard à 5h59 par la prise d'une photo devant le panneau de la ville. Dans cette région de la Touraine, le relief est plat et facilitant. Mais dans cette plaine, peu d'obstacles pour freiner ce vent de nord-est. Après 80 km, encore un département, celui de l'Indre et sa préfecture Châteauroux, où un nouveau cachet complète mon carnet de diagonaliste. Nouvel arrêt dans une supérette à Vouillon pour un déjeuner rapide. Ce soir, j'ai réservé chez des particuliers qui ont déjà, sur ma demande, repoussé leur limite d'arrivée à 23h. Après avoir parcouru le Cher et passé Saint-Amand-Montrond, qui se revendique centre de la France,
Me voilà dans le département de mon étape du jour, l'Allier. Mais il me reste encore 85 km et je sais que ce département est très vallonné. Pour le moment, je suis dans un joyau naturel, la forêt de Troncé. Un panneau attire mon regard. Il est inscrit dessus: c'est dans cette forêt que nous prélevons des chênes pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. 15 km de forêt qui m'ont abrité du vent. Dernier contrôle du jour, à 19h56, devant le panneau de Bourbon-l'Archambault. Encore 53 km pour le gîte. Je suis juste dans les temps. Encore un affluent de la Loire passé à Moulins, l'Allier. C'est mon 3e passage dans cette ville, après Strasbourg-Randaille et Dunkerque-Menton. J'aurais voulu faire étape dans le même hôtel, à proximité, à Toulon-sur-Allier. Mais un événement européen de danse a phagocyté toutes les chambres de l'agglomération depuis plusieurs semaines. C'est la raison pour laquelle j'ai été contraint d'aller au-delà et de rallonger cette étape jusqu'à Varennes-sur-Allier. Pour atteindre cette ville-étape, je me dirige maintenant plein sud. Et pour la première fois, un vent favorable me pousse sur une quinzaine de kilomètres, avant de cesser et de virer de bord pour l'avoir de nouveau de face sur les 10 derniers kilomètres. Difficile à comprendre ce changement. Varennes-sur-Allier, 22h45. J'arrive chez mes hôtes. 2 dames m'accueillent en me posant bien évidemment des questions sur mon parcours. Voyant mon niveau de fatigue, elles n'insistent pas et me font visiter leur gîte. Tout est parfait à mes yeux. Le réfrigérateur est garni de différentes bouteilles, panachés, bières, jus de fruits, des yaourts, compotes, chocolat et même des fraises de leur jardin le complètent. J'en profite un peu après la douche bienfaitrice du soir. Ces dames sont gênées car la boulangerie n'ouvre demain qu'à 6 heures et mon départ est prévu beaucoup plus tôt. Elles me donnent alors du pain du jour et des compotes individuelles. Je me couche pleinement satisfait de ma progression puisque ce soir j'ai parcouru plus de la moitié de la totalité du parcours avec 723 km qui représente un peu plus de 52% de la distance. Dimanche 4 juin, levé 4h15, je suis dehors à 4h55, quand des volets s'ouvrent. Les 2 dames me demandent si ma nuit a été bonne et m'encouragent pour aller jusqu'au bout. Elles souhaitent également que je leur adresse un message quand ma randonnée sera terminée. Sur la route, les premières difficultés matinales ascensionnelles commencent en approche de la bourgade de La Palisse. En me dirigeant vers le centre, le château féodal du célèbre maréchal de France domine la vallée. Quelques kilomètres plus loin, j'entre dans le village de Saint-Prix. Au centre de celui-ci, un restaurant au nom de l'Étape Bleue, où son propriétaire a dressé sur la terrasse 2 grandes bornes routières en indiquant « Menton, 660 km ». Le moral reste bon. Circulant parfois sur l'historique National 7, surnommé la route bleue, devenue départementale 707, sans m'en rendre compte, je me retrouve sur la nouvelle National 7, devenue une 4 voies, m'obligeant à rouler sur la bande d'arrêt d'urgence. Étant un dimanche matin de bonne heure, la circulation est quasi nulle. 9 heures, je contrôle à Roanne dans une boulangerie où la patronne m'offre une brioche salée garnie de saucissons que je garde et m'encourage. Nouvelle traversée de la Loire, fleuve royal, pour une voie royale qui est Brest-Menton. 7 km en aval, je m'octroie une pause ravitaillement à l'hôpital sur Reims. Je déguste l'encas offert précédemment, sans oublier le traditionnel massage fessier avec crème hydratante. Cette pause m'a été bénéfique, car je grimpe ensuite la côte de Vendrange sur plusieurs kilomètres pour atteindre Neulise à 527 mètres d'altitude. Puis, c'est une longue descente
vers la préfecture de la Loire, au cours de laquelle me dépassent des dizaines de convois de fourgons-caravanes, parfois d'un peu trop près. Entre deux convois, je pédale un moment avec un couple d'Allemands à vélo classique. Venus de Cologne, ils vont jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moment d'échange et d'encouragement respectifs. Ce dimanche, c'est la fête des mères. Les restaurants sont tous pleins. Moi qui m'imaginais depuis ce matin un premier repas chaud au cours de cette randonnée, je dois l'oublier. Je perdrai trop de temps, ayant encore 1 heure de retard sur ma feuille de route. 13h51. Une photo du vélo devant le panneau de Saint-Étienne. Un objectif pour moi, comme ces clichés pris devant l'entrée du célèbre Chaudron, le stade de Geoffroy Guichard. Photo prise par des supporters des Verts, venus casse-croûter devant le stade. Ils me proposent de manger avec eux. L'envie ne me manque pas, mais le temps me presse. Dommage. La traversée par les boulevards qui cintrent le centre-ville ne pose pas de problème. Avant de quitter cette ville et ce club qui m'ont tant apporté de joie, je me repose à la sortie et m'alimente au rond-point Vélociaux. La pluie commence à tomber et les différents sommets de la montagne du parc naturel régional du Pilat sont recouverts par d'épais nuages chargés d'humidité. Je m'habille en conséquence et entame la montée du col de la République. À la fin de la première partie assez pentue, des travaux de chaussée obligent à rouler sur une voie sur plusieurs centaines de mètres. Je mets pied à terre. Difficile à vélo de ne pas gêner la circulation. Au sommet, à 1154 mètres, c'est le soleil qui m'accueille, puis c'est la longue descente vers la vallée du Rhône. Ce dimanche, de Varennes-sur-Allier au Rhône, je n'ai pas eu de vent, mais à peine suis-je dans le sillon rhodanien et je ressens le violent Mistral en cette fin d'après-midi. 22 km à lutter et c'est l'arrêt obligatoire pour le contrôle à Tournon-sur-Rhône à 19h. Pause très brève, car je souhaite arriver pas trop tard à l'hôtel. Encore 26 km avec ce vent froid et désagréable pour gagner Charmes-sur-Rhône et changer de direction. C'est chose faite quand je traverse le second fleuve de cette diagonale, le Rhône. Orientation plein est, avec vent de côté. C'est la première de la journée. Elle intervient le soir à Étoile-sur-Rhône. Erreur de navigation dans cette bourgade. Je suis contraint d'allumer mon téléphone une nouvelle fois pour retrouver le bon chemin. J'arrive à la nuit tombée à Cré. Trouve mon hôtel à l'entrée de la ville. Il est 21h45. Après discussion avec la réceptionniste, je peux monter le vélo en chambre, ce qui est un véritable avantage par rapport au bagage. La cuisine fermant à 20h30, j'avais eu la précaution de les appeler avant pour leur demander à mon arrivée une assiette composée de crudités, charcuterie et fromage. Chose demandée, chose faite. Mais en voyant un tout petit et unique morceau de pain accompagnant cette belle et généreuse assiette, quelle fut pas ma déception. Malgré des réclamations, je n'ai pu avoir d'autres morceaux de pain. C'était le dernier. Ce repas pris en chambre a quand même été très bon. Ce soir, un cap a été passé. Les 1000 km. Aucun souci pour le moment. Demain, c'est un rendez-vous vers 13h qui est programmé depuis de nombreuses semaines. Vers les 23h15, extinction des feux. Lundi 5 juin, 3h55, je déverrouille mon téléphone et découvre des messages de Marc. Nous devons nous retrouver ce jour à Gap pour monter ensemble le col et cime de la Bonnette, sommet de cette randonnée à 2805 mètres et redescendre par la vallée de la Tinée. Après consultation de la météorologie, qui n'est pas bonne pour monter à cette hauteur, j'appelle Marc à 4 heures, qui est du côté de Grenoble. Après concertation, du fait de la neige annoncée vers la Bonnette, nous décidons de prendre notre second itinéraire préparé en amont par Sisteron et Puget-Théniers. 5 heures,
Les premiers coups de pédale, donnés pendant la nuit, me font longer la rivière Drôme. Au lever du jour, j'aperçois une rivière extrêmement boueuse. La couleur marron témoigne des pluies précédentes. À ce moment, je pense que notre itinéraire bis est le bon. C'est un faux plat positif, constant jusqu'à 10. Premier contrôle du jour. Et quel contrôle! Avec l'expérience acquise, je demande en premier le tampon humide d'un commerçant, type boulangerie. En réponse, le serveur me demande une multitude d'explications. Part finalement en arrière-boutique pour revenir avec le précieux tampon. Mais ne me l'applique pas sur mon carnet, étant non habilité par son responsable. Il m'informe attendre son patron qui doit venir d'ici 5 minutes. Alors, ne voulant pas patienter et expliquer de nouveau la raison de ma demande, j'exerce un demi-tour sans rien commander. Finalement, j'obtiendrai signe de mon passage dans un autre établissement sans problème, avec la joie de consommer un premier plat chaud préparé, une barquette de lasagne. Un régal. Ce déjeuner salé m'a fait le plus grand bien pour monter sous un beau soleil le col de Cabre à 1180 mètres, col atteint à 11h20. Sommet de cette diagonale et séparant la région Auvergne-Rhône-Alpes de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une mini-pause au sommet avec consultation de mon téléphone pour me rendre compte que Marc a déjà dépassé notre lieu de rencontre, car il n'y a aucun commerce. Je lui demande de s'arrêter dès qu'il trouvera un restaurant sur notre route. Ce sera chose faite dans la commune d'Aiguillance. Nos retrouvailles sont très chaleureuses. Nous sommes contents tous les deux d'être ensemble au bout de ces centaines de kilomètres effectués en solitaire. Les consommateurs en terrasse assistent un peu surpris à cette rencontre. Nous prenons enfin un vrai repas composé d'un plat de veau avec frites et légumes d'été, puis une magnifique tarte tatin faite maison. L'hôtel de Saint-Sauveur de Tinée, après la Bonnette ayant été annulé, nous devons trouver un gîte pour cette dernière nuit sur la route. Un logement sur une plateforme de location entre particuliers est trouvé à Puget-Théniers, distant de 140 km. Après un énième massage fessier réconfortant, nous reprenons la route pour cette dernière après-midi. Sisteron, nouveau contrôle qui a lieu devant le panneau de la ville à 14h56 pour perdre le moins de temps possible. Nous prenons brièvement la route Napoléon car nous évitons Digne par le chauffe-eau Saint-Churson pour attraper de nouveau la route impériale à la hauteur de Château-Redon. Ce raccourci, sous un ciel devenu très menaçant, nous fait gagner une dizaine de kilomètres en évitant la préfecture des Hautes-Alpes. Cette deuxième partie d'après-midi est difficile pour moi. Des contractures au niveau de la nuque me gênent terriblement. La pluie s'invite pour la seconde fois sur cette diagonale. Mon estomac réclame encore, mes forces s'amenuisent. À Barème, nous nous arrêtons. Cafés et restaurants sont fermés. Une supérette n'a pas encore baissé le rideau. Je fais le plein avec du taboulé, fromage, banane. Marc en prend bien volontiers. Nous repartons vers le col des Robines, à 988 mètres. La pluie redouble, elle bat clochette sur le sol. Puis nous longeons le lac de Castillon avec de la bruine. La pause énergétique m'a fait le plus grand bien. Aucune difficulté pour gravir ensuite les 1120 mètres du col de Toute-Or. Pratiquement aucune voiture dans cette montée, avec toujours cette pluie et les 8 degrés au sommet. Notre choix s'avère payant. Quelles conditions climatiques aurions-nous eu à la cime de la Bonnette à 2805 mètres? Neige et température négative, très certainement. Nous sommes heureux, car maintenant nous avons pratiquement que de la descente jusqu'à la Grande Bleue. Mais prudence, la chaussée est humide sur les 30 derniers kilomètres du jour. Il est à peine 22 heures à notre arrivée de nuit à Puget-Théniers. Nous montons à notre logis, d'une nuit, au premier étage, par un escalier d'une autre époque. Les marches sont très étroites, parfois creusées, et les contre-marches très hautes.
Mon vélo, cadrassier avec son chargement, nous contraint de le porter tous les deux, sans tomber. Celui de Marc, beaucoup plus léger et plus facile à soulever. Une habitante du quartier sur son palier nous regarde. Et Marc en profite pour lui demander si elle peut nous donner quelque chose à dîner. Quelle bonne idée! Nous avons droit à un plat de frites accompagné d'une sauce indienne et du pain. Un vrai régal pour deux diagonalistes douchés après leur apéritif de cacahuètes, seuls et terminant par un bon camembert. Chacun, nous trouvons différents emplacements pour faire sécher toutes nos affaires bien humides. Le nombre me contraint à poser caleçon et maillot sur la télévision. Marc immortalise cette représentation. Puis, nous nous couchons, heureux, sachant que demain nous toucherons au but. Ce soir, nous dormons dans le département des Alpes-Maritimes, département de nos arrivées. Réveil programmé à 6 heures pour la dernière centaine de kilomètres, principalement en descente, à l'exception du col d'Èze. Pendant la nuit, je retiens un fou rire lors d'un réveil. Marc, comme en journée à la fin d'une très grande distance, pousse des « aïe, ouille, aïe ». Peut-être un rêve, mais entendre ces interjections en milieu de nuit m'ont bien amusé. En lui racontant le lendemain, tous deux avons bien ri. Encore un beau souvenir. Mardi 6 juin, nous partons à 6 heures pour cette ultime étape. Ce jour, j'enfile 2 cuissards, l'un sur l'autre. Après 1280 km, j'ai le fessier en souffrance et aspire à davantage de confort pour cette centaine de kilomètres. Arrivons rapidement au défilé du Chaudan, à la hauteur du pont de la Mescla. Empruntons ensuite la M6102 au fort trafic routier d'un lundi matin, à l'heure où les salariés embauchent. Bien plus loin, nous trouvons une piste cyclable qui nous amène presque jusqu'à l'aéroport de Nice. À partir de cet endroit, nous allons vraiment prendre notre temps, en appréciant de rouler en longeant la mer. Un arrêt dans une boulangerie pour reprendre des forces qui durent beaucoup plus longtemps que d'habitude. 1 heure. Mais nous savons que nos diagonales sont pratiquement assurées dans les temps impartis de chacun. Juste avant le port de Nice, nous mettons pied à terre pour photographier la baie des Anges et nous-mêmes. Les sourires traduisent notre joie d'être à cet instant en ce lieu après des dizaines d'heures de pédalage. Pour la poursuite de la route, un consensus est rapidement adopté. Nous passons par la moyenne corniche, que je ne connais pas. Précédemment, j'étais passé une fois par la basse corniche, dont j'en garde un très mauvais souvenir à cause de l'intensité de la circulation, et une autre fois par la haute corniche. Pendant cette ascension, avec un soleil radieux et les premières chaleurs de la journée, Marc a l'idée, tout en roulant, de nous prendre en photo. Je fais de même un peu plus loin, mais l'exercice est difficile. Dans cette montée, tenir le guidon d'une seule main, cadrer la photo pour être tous les deux dessus, tout en pédalant, requiert une certaine dextérité. Encore plus relevé quand on veut avoir la grande bleue en arrière-plan. Ces séances, avec leurs résultats, nous ont enchantés. La descente se fait en roue libre, tout en admirant la nature autour de nous. En arrivant à Menton, nouvelle séance photographique au panneau d'agglomération. Nous sommes heureux et nous nous congratulons. Arrivé au commissariat, rapidement une dame en civil vient vers nous, prend nos carnets de diagonalistes et bien sûr nous félicite. Il est midi précise. Nos diagonales sont terminées. J'ai peu d'anecdotes croustillantes sur ces 1387 km. Le déjeuner et le dîner vont nous en apporter de nouvelles. Après 4 jours et demi, où l'on regarde fréquemment l'heure, prendre son temps est délicieux. Nous choisissons un restaurant moitié familial, moitié ouvrier, en retrait du centre-ville de Menton. Installés en terrasse, nous nous mettons à l'aise, en enlevant vêtements inutiles. Entrées, plats et desserts réjouissent nos papilles. Nous décidons d'aller à notre hôtel niçois,
histoire de ranger correctement toutes nos affaires, car nous prenons notre train de retour pour Strasbourg le lendemain matin à 7h à Nice. Sur le quai de la gare de Menton, un contrôleur nous interpelle. Il nous reconnaît avec nos beaux maillots de diagonalistes, car ce matin, lui-même faisait du vélo et nous avait croisés. Appelant ses collègues, nous devenons sujet de discussion, sans contrôle ultérieur. Dans ce train, je m'aperçois que j'ai perdu un gant et suis déjà contrarié. Notre hôtel, à Nice, est rapidement localisé. Les chambres y sont très petites, 6 mètres carrés, mais nous pouvons y mettre chacun notre vélo. Je déballe pour mieux les ranger la totalité de mes affaires, quand je réalise l'absence de mon deuxième cuissard acheté il y a quelques mois. Je suis déjà en colère après moi. Je réalise que je l'ai oublié au restaurant de Menton. Appel à Marc. Nous localisons le lieu grâce à notre téléphone. Je passe plusieurs appels au restaurant sans succès. Peut-être est-il fermé l'après-midi. Je préviens Marc de mon souhait de retourner à Menton. Sans hésiter, il m'accompagne. Sur le chemin de la gare, Marc appelle de nouveau le restaurant. Sans succès non plus. Et nous voilà repartis. Le restaurant qui fait café, brasserie est ouvert. Un client est installé à la table où nous déjeunions. J'inspecte les chaises, en passant, rien. Le patron, un dénommé Vincent, avec lequel nous avions sympathisé, est surpris de nous voir et nous propose tout de suite à boire. Mauvais pressentiment quand je lui demande mon cuissard. Il me répond qu'il a débarrassé rapidement notre table, après notre départ, et qu'il n'a rien trouvé. « Désolé les gars !» Suis débité. Le fait savoir à Marc. Un cuissard porté 2 ou 3 fois seulement. Nous repartons, et je pense déjà à notre soirée au goût amer. Un gant et un cuissard perdus. En passant en sens inverse de la terrasse, mon regard est attiré par une chose au sol, dans un coin entre la jardinière et la vitrine. Je reconnais tout de suite les couleurs bleues et blanches. « Marc, c'est mon cuissard par terre !» Il me précipite en dérangeant un peu le consommateur interloqué. Suis heureux et le fais savoir. À peine avons-nous fait quelques pas, et Marc s'écrie « Ton gant sur l'appui de fenêtre !» Nous sommes tellement surpris qu'on en rigole. Dans le train du retour pour Nice, je dis à Marc « Chance pour moi que le patron n'a pas décroché à nos multiples appels, puisqu'il n'avait rien trouvé. Et peut-être que nous n'y serons pas retournés. » L'après-midi ayant passé rapidement, avant de revenir à l'hôtel, nous prospectons notre futur lieu d'agape et demandons à des locaux où nous pourrions dîner d'un couscous. Une adresse nous est indiquée et nous nous donnons rendez-vous pour 19h20. Cette fois-ci, je peux tranquillement remettre de l'ordre dans mes affaires et profiter d'une douche rafraîchissante. 19h30, nous découvrons notre restaurant et son patron. Et quel patron! À ma première commande pour un panaché en pression, j'ai quelques doutes en ne voyant pas au comptoir de tireuse et le fais savoir. Là commence le talent orateur du patron dans toute l'exubérance méditerranéenne et me fait comprendre que j'aurai ce que j'ai demandé. À notre commande d'un couscous, ce personnage se renseigne un peu sur nous. Quand nous lui comptons nos départs et arrivées en temps limité, il met en doute nos paroles. Alors, Marc lui montre son carnet, avec les tampons officiels. Et là, il répète plusieurs fois et à haute voix « Dunkerque-Menton, 1200 km, Brest-Menton, 1400 km » avec les temps mis. Il prend le carnet de Marc, va voir ses employés et reformule. Puis, comme cela ne suffisait pas, il fait le tour des tables en citant nos diagonales aux convives en nous désignant. Ce sera la même chose pour tous les nouveaux clients. Entre-temps, nous avons pu avoir notre couscous et un pichet de vin rouge. Un vrai régal ce plat. Une semoule parfumée, des boulettes de viande relevées avec de la coriandre, des brochettes délicieuses, des légumes goûteux, merguez fondantes. Bref, tout fut parfait. Marc et moi avons complètement nettoyé tous les plats, très bien garnis. Saïd, étant le prénom du volubile patron, n'en revient pas. Et
il nous en propose encore. Nous répondons que l'on garde une place pour des pâtisseries orientales. Et quelle pâtisserie! Des tartes bien de chez nous, mais comme dit Saïd, elles sont faites maison. Alors, va pour les tartes. N'ayant plus de vin, Saïd, dans toute sa générosité, nous en offrira. Ce repas et cette rencontre resteront dans nos mémoires tellement nous avons passé un moment très convivial. À notre départ, Marc, Saïd et moi serons photographiés par un convive devant l'enseigne de ce restaurant. Amis diagonalistes de passage près de la gare de Nice, n'hésitez pas à vous rendre chez Saïd au Djoura. Vincent Péninck, 27 juin 2023. Merci beaucoup Vincent et un grand merci à tous d'avoir suivi ce récit. Si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager, n'hésitez pas à me contacter par email à diagonaliste@gmail.com. J'ai hâte de vous retrouver lors de notre prochain numéro et d'ici là, je vous souhaite de belles sorties à vélo.